d'un au 4h17, heure locale. Keshm Island, détroit d'Ormuz, vendredi 3 avril 2026. Le soleil n'est pas encore levé sur le golfe Persique lorsque les écrans radars du QG avancé de l'IRGC Aerospace Force, enfouis à 30 mètres sous les falaises calcaires de l'île de Keshm, s'illuminent d'un signal qu'ils attendaient depuis des semaines. Un contact aérien, rapide, furtif, volant en profil d'attaque à 450 nœuds, altitude 8000 pieds. La signature thermique est incontestable. Un F-15E Strike Eagle américain biplace armé, appartenant au 494th Expeditionary Fighter Squadron basé à IRAF Lakenheath, Royaume-Uni, le fleuron de la puissance aérienne américaine en Europe, désormais projeté au cœur du théâtre iranien. Le commandant de la batterie solaire active ses consoles sans un mot. Le système en jeu, jamais officiellement reconnu par Téhéran mais qu'une douzaine d'analystes OSINT ont identifié comme un dérivé des technologies S300PMU2, favorites couplées à des modules de guidage de conception locale, verrouille sa solution de tir en 4,3 secondes. Il ne tire pas immédiatement, il attend, il laisse l'avion pénétrer, il le laisse croire qu'il est à seul. Puis, à 04h19 et 33 secondes, le missile quitte le lanceur, l'écho de l'explosion est entendu jusqu'aux côtes d'Oman. Pour comprendre ce moment, il faut remonter à 35 jours en arrière et surtout à la semaine qui vient de s'écouler, la plus brutale depuis le déclenchement de l'opération Epic Fury le 28 février 2026. Le 28 février, les États-Unis et Israël ont déclenché des frappes surprises coordonnées sur des sites et villes à travers l'Iran, assassinant le guide suprême Ali Khamenei et plusieurs hauts responsables iraniens, infligeant des dizaines de victimes civiles. En réponse, l'Iran a lancé des frappes de missiles et de drones contre Israël, les bases américaines et les pays alliés des États-Unis au Moyen-Orient et a fermé le détroit d'Ormuz, perturbant le commerce mondial. Cette semaine a représenté un tournant. Un F-15 américain est tombé en Iran et un second appareil de combat de l'Air Force s'est crashé à proximité du détroit d'Ormuz alors que la guerre entrait dans sa 5e semaine d'intensification des combats. Simultanément, la pression économique mondiale atteint un niveau insoutenable. La fermeture du détroit a été décrite comme la perturbation la plus importante de l'approvisionnement énergétique depuis la crise de l'énergie des années 1970, ainsi que la plus grande de l'histoire du marché pétrolier mondial. Au même moment, le trafic à travers le détroit d'Ormuz a plongé de 150 navires par jour à seulement 10 à 20 navires par jour. La tension diplomatique est tout aussi explosive. Le président Trump a déclaré que si l'Iran ne rouvre pas le détroit d'Ormuz avant le 6 avril, les États-Unis conduiront des attaques extensives contre les sites énergétiques iraniens. Une deadline de guerre, comptée en heures, revenons à Keshm, 04h19. Le F-15E est touché. Le pilote avant, un major de l'USAF affecté au 494th Fighter Squadron, capte l'alerte de missile une demi-seconde trop tard. Il exécute une manœuvre de rupture violente, déploie 36 leurres thermiques en succession rapide, les systèmes BOZ 101 de contre-mesures électroniques hurlent dans son casque. Mais le missile est déjà en phase terminale, guidé par un radar actif hybride qui ne se laisse pas duper par les phares. L'onde de choc arrache le stabilisateur vertical droit, le moteur gauche entre en survitesse. L'avion part en vrille incontrôlée. À 0h20, les deux membres d'équipage éjectent. À 0h21, le CENTCOM reçoit l'alerte CSR, Combat Search and Rescue, depuis la base avancée d'Al-Dafra aux Émirats. L'opération de récupération commence immédiatement. Des appareils et hélicoptères de recherche et sauvetage américains ont ratissé la zone autour de l'île de Keshm dans l'espoir de récupérer l'équipage. Un des deux membres d'équipage a été secouru, mais le second est toujours manquant. Simultanément, l'IRGC inonde la zone de troupes au sol, quadrillise les villages de pêcheurs côtiers, déploie des UAV Shahed 136 reconvertis en drones de surveillance à basse altitude. Des médias affiliés à l'État iranien ont diffusé des émissions encourageant les spectateurs à localiser tout pilote ennemi, promettant une récompense à quiconque le livrerait vivant aux autorités. Le prix de la tête d'un aviateur américain, l'équivalent de 60 000 $ en Oman. Une prime de guerre annoncée en direct sur la télévision nationale. À Washington, le National Security Council les est convoqué d'urgence. La Maison-Blanche entre en mode crise. Donald Trump a été briefé sur la situation alors que la guerre qu'il avait déclaré avoir déjà gagnée échappait à tout contrôle. La réponse n'est pas diplomatique. Elle n'est pas calculée. Elle est immédiate, totale et conçue pour envoyer un message que Téhéran ne pourra pas ignorer. Dans les 40 minutes, suivant la confirmation de l'abattage, le Pentagone autorise des frappes de représailles élargies. Des B-2 Spirit décollent de leur base aux États-Unis. Vol sans escale, ravitaillement en vol assuré par une flotte de KC-46A Pegasus.
Des FA-18 Psiode Super Hornet embarqués sur l'USS Abraham Lincoln, déployés en mer d'Arabie, reçoivent de leur targeting package depuis le Joint Targeting Center d'Al Udeid, Qatar. Des sous-marins d'attaque de classe Virginia, positionnés dans le golfe d'Oman depuis des semaines, reçoivent de l'ordre de monter en profondeur de tir. La cible prioritaire numéro 1, la batterie solaire qui a abattu le F-15E. La cible numéro 2, les installations radars de l'IRGC Aerospace Force sur Keshm. La cible numéro 3, et c'est là que la situation bascule dans une dimension nouvelle. Les infrastructures pétrolières iraniennes de Karg Island, le terminal d'exportation qui traite 90% du pétrole iranien restant. Trump a averti que les États-Unis n'ont même pas commencé à détruire ce qu'il reste en Iran. Sa dernière menace d'intensifier les frappes sur les infrastructures aériennes civiles si aucun accord n'est conclu pour mettre fin à la guerre. À 0h34, les premières frappes de représailles touchent au Keshm. Les images satellites classifiées, captées par les constellations SBIRS et OPIR, montrent une série de détonations d'une précision chirurgicale. Les lanceurs solaires de l'IRGC sont détruits. Les radars de guidage sont réduits à du métal fondu. En 11 minutes de frappe concentrée, le système qui a abattu le F-15E n'existe plus. Mais ce n'est que le début, car pendant que la crise de Keshm se joue dans les airs, une autre bataille se déroule sur les eaux et dans les raffineries tôt du Golfe. Des explosions et des sirènes ont retenti dans tout le Moyen-Orient depuis la nuit, causées par des drones et missiles iraniens. La plus grande raffinerie de pétrole du Koweït a été touchée, mettant le feu à certaines de ses unités. L'IRGC Navy, opérant depuis ses bases côtières de Bandar Abbas et des îles Abu Moussa et Greater Tunb, déploie simultanément une flottille de vedettes rapides armées de missiles C-802 anti-navires, des vecteurs capables de percer les défenses des destroyers Harley Burke si engagés en saturation. Leur mission, approcher le périmètre défensif de l'USS Abraham Lincoln, forcer un engagement et photographier chaque centimètre de la réponse américaine pour analyse tactique. Ce ne sont pas des kamikazes, ce sont des capteurs. L'aegis du USS Esperance et du USS Michael Murphy détectent les contacts à 47 km. Les systèmes SM-6 entrent en stand-by de tir. Les Electronic Warfare Officers activent les suites AN/SLQ-32B2V6, SEWIP Block 3. Le NEC plus ultra-américain en matière de guerre électronique navale, brouillant les liaisons de guidage des C-802 avant même que les vedettes iraniennes ne soient à portée de tir utile. Les vedettes, c'est font demi-tour. Mais elles ont ce qu'elles cherchaient, les fréquences opérationnelles du système Aegis américain. Ces données seront transmises dans l'heure aux analystes de l'IRGC. Et probablement, via le canal crypté Beidou 3, à des analystes techniques que certains rapports de renseignement britanniques situent à Pékin, car le conflit a une troisième dimension, invisible aux médias grand public, mais parfaitement visible depuis les salles d'analyse ISR de la NSA et du GCHQ britannique. À l'ONU, la Chine, la France et la Russie ont objecté à un projet de résolution qui autoriserait le recours à la force militaire pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Mais l'obstruction diplomatique n'est que la façade. En coulisses, le rôle de Pékin est autrement plus ambigu. Le 4 mars, des rapports ont émergé selon lesquels l'Iran laisserait uniquement passer les navires de Chinois à travers le détroit, citant la position favorable de Pékin envers l'Iran depuis l'intensification du conflit. La Chine est le plus grand acheteur de pétrole iranien. Des satellites d'observation américains de type KH-13 ont détecté, en début de semaine, une augmentation significative du trafic de communications chiffrées entre la station Sigyn chinoise de Gwadar, au Pakistan, à 400 km du détroit d'Ormuz, et des fréquences utilisées par l'IRGC Aerospace Force. Le timing coïncide avec les abattages. La corrélation est notée. Elle n'est pas encore une preuve. Mais à l'anglais, personne ne croit aux coïncidences. La Russie, de son côté, joue une partition différente. Ses forces en Syrie maintiennent une présence discrète mais opérationnelle et ses drones de reconnaissance Forpost Air continuent de voler dans les espaces aériens adjacents, collectant des données électroniques sur les opérations de l'opération Epic Fury. Le renseignement américain estime que ces données transitent vers Téhéran dans un délai de 6 à 8 heures. Assez pour ajuster les tactiques de ses défensives. Assez peut-être pour permettre l'abattage du F-15E. Pendant ce temps, la fracture entre alliés occidentaux s'approfondit à une vitesse alarmante. Les dirigeants de 40 pays, réunis virtuellement à la demande du gouvernement britannique, ont discuté de pressions diplomatiques et de mesures économiques pour contraindre l'Iran à rouvrir le détroit d'Ormuz, mais n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur des mesures spécifiques.
Ni les États-Unis ni Israël n'étaient présents à cette réunion. La secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, Yvette Cooper, a déclaré que le reste du monde avait été laissé à gérer les conséquences de la guerre en Iran. Le président Macron a déclaré que l'idée d'utiliser la force pour rouvrir le détroit, comme suggéré par Trump, est irréaliste. Washington est seul, Israël est seul, et pourtant, elles avancent, car Trump a fixé une ligne rouge qui arrive à échéance dans 48 heures, le 6 avril. Si le détroit n'est pas rouvert, les frappes sur les infrastructures énergétiques iraniennes commencent. Les plateformes pétrolières, les raffineries, les centrales électriques, l'eau. Trump a également déclaré qu'il était ouvert à des négociations pour mettre fin au conflit. Les propositions incluaient notamment l'arrêt par l'Iran de tout enrichissement nucléaire, en échange de quoi les États-Unis lèveraient leurs sanctions. L'Iran a nié que des négociations étaient en cours, mais aurait des conditions incluant des réparations et le contrôle sur le détroit. Dans ce contexte, l'abattage du F-15E n'est pas seulement un acte militaire, c'est un message. L'Iran dit à Trump, publiquement, devant le monde entier, « Nos défenses aériennes ne sont pas détruites, vos pilotes ne sont pas en sécurité et vous n'avez pas gagné. Il est maintenant 14h00 à Washington, 22h30, à Téhéran, 21h30 dans le détroit d'Ormuz. » Le second pilote du F-15E n'a toujours pas été localisé. Le Parlement iranien a raillé les États-Unis après l'abattage, le président de l'Assemblée déclarant « Cette brillante guerre sans stratégie qu'ils ont lancée a maintenant été rétrogradée de changement de régime à « Et est-ce que quelqu'un peut trouver nos pilotes ?» Trump répond depuis le bureau ovale en direct sur Truth Social. Notre armée, la plus grande et la plus puissante du monde, n'a même pas commencé à détruire ce qu'il reste en Iran. Sur le pont du USS Abraham Lincoln, les pilotes de la prochaine vague de frappe vérifient leurs armes. Les FA-18E embarquent des AGM-150 GSOW à guidage GPS. Les F-35C du VMFA 314 sont armés de GBU 57A AB Massive Ordnance Penetrator. Les bombes pénétrantes les plus puissantes de l'arsenal américain conventionnel, conçues pour détruire des bunkers enfouis à 60 mètres sous terre. Les cibles probables de la prochaine vague, les sites de stockage de missiles balistiques Shahab 3 et Khaybar Shekan, enterrés dans les montagnes du Zagros. Les installations de production de drones Shahed dans les provinces d'Ispahan et de Kerman. Et peut-être, si les renseignements sont confirmés, les dépôts de la marine IRGC à Bandar Abbas, le cerveau logistique de la fermeture du détroit. Le secrétaire à la défense Hegseth a affirmé que depuis le début des frappes conjointes américano-israéliennes en Iran, plus de 15 000 cibles ennemies ont été frappées. Leur volume de missiles les est en baisse de 90%. Leurs drones d'attaque unidirectionnels d'hier en baisse de 95%. Ils font preuve d'un désespoir absolu dans le détroit d'Ormuz. Mais 3 sources familières, avec les évaluations du renseignement américain, indiquent que la moitié des lanceurs de missiles iraniens sont toujours intacts. Et des milliers de drones d'attaque à sens unique demeurent dans l'arsenal de Téhéran, le désespoir iranien ou la patience stratégique. À 23h47, heure locale, une alerte de niveau flash est émise depuis le NAVCENT, US Naval Forces Central Command, vers tous les bâtiments du Carrier Strike Group de l'Abraham Lincoln. Contact sonar non identifié, classe indéterminée, signature acoustique partiellement masquée. Position estimée, 12 nautiques au sud-est du groupe de combat. Ce n'est pas un sous-marin iranien. L'Iran n'a pas de sous-marin capable d'opérer en mer profonde de manière silencieuse à cette distance. La signature correspond à quelque chose de différent, de plus moderne. Le contre-amiral commandant l'escadre ordonne l'engagement ASW immédiat. Des MH-60R Seahawk sont lancés depuis les destroyers d'escorte. Leurs systèmes de sonar trempent dans les eaux noires du golfe d'Oman. Le contact disparaît, on ne le retrouve pas. Nous sommes à 48 heures de la deadline du 6 avril. Un pilote américain interrogé prisonnier ou mort sur le sol iranien. 2 appareils américains ont été perdus en une journée. La mort totale de 365 militaires américains a été blessée depuis le début de l'opération Epic Fury au 3 avril, avec un bilan de 13 morts. Le détroit d'Ormuz reste fermé. L'or noir à $126, le baril continue de fragmenter l'économie mondiale. Et quelque part, dans les profondeurs du golfe d'Oman, un contact sonar non identifié vient de disparaître sous la thermocline. Si ce conflit a une leçon à vous enseigner ce soir, c'est celle-ci. Ce n'est pas la guerre que Washington a planifiée. Ce n'est pas la guerre que Téhéran a perdue. C'est une guerre qui change de forme toutes les 24 heures et dans laquelle la prochaine surprise pourrait ne laisser aucune place à la réponse. La question n'est plus de savoir qui va gagner, la question est de savoir ce qui reste quand cette guerre s'arrête. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que Trump franchira la ligne rouge du 6 avril? Et si un second sous-marin, pas iranien, est impliqué dans cette zone de crise, cela change-t-il tout pour vous? Abonnez-vous, activez la cloche. La prochaine 48 heures pourrait être les plus importantes de la décennie.